Donc, dans le cadre de l'application des règles liées au don d'organes, vous nous avez dit tout à l'heure, vous pouvez nous répéter qu'effectivement il n'y a pas de différence entre des adultes, des petits ou des moins jeunes enfants. Non, bien sûr, il n'y a pas de différence, mais c'est sûr que pour des enfants, comme pour nous, quand on opère, c'est les parents qui décident, puisque légalement, c'est eux qui ont les décisions à prendre. Ouais. Mais si on veut pour être accepté dans l'organe et autres, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes critères de mort cérébrale, par exemple, les mêmes critères de donneur, que les organes soient encore en bon état, etc., qui prévaut, qui sont les mêmes entre enfants, jeunes adultes ou adultes plus âgés. La provenance de ces organes, plus particulièrement du cœur, puisque c'est de ça qu'on parle à votre sujet, sont des donneurs suisses ou ils peuvent venir de l'étranger. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un réseau? Bon, pour la chirurgie cardiaque, pour les adultes, habituellement, il y a un réservoir suffisamment grand en Suisse. C'est-à-dire que quand vous avez un donneur, on a 3 listes, c'est Lausanne, Berne et Zurich, et là-dessus, vous avez souvent au moins un patient qui a le groupe sanguin qui correspond, qui a le poids qui correspond, ce sont les 2 grands critères, et éventuellement l'ancienneté sur la liste. Donc habituellement, vous arrivez à trouver un receveur pour chaque organe. Pour les enfants, c'est différent. Heureusement, je dirais, on a très peu d'enfants qui sont sur les listes en attente. Heureusement, bon, on a une bonne chirurgie aussi qui fait qu'on arrive même des cœurs très fatigués ou des cœurs dont par exemple une moitié ne se serait pas développée, on arrive à trouver une situation qui va marcher 30, 40 ans. Donc au moment où une transplantation est envisageable, ils sont sortis de la période pédiatrique. Donc on a très peu d'enfants sur les listes. Et là, effectivement, de temps en temps, on peut avoir un donneur, mais nous n'avons pas un receveur du même groupe. Et le territoire s'est élargi à Eurotransplant. Et d'ailleurs, nous avons fait des transplantations en ayant un donneur qui venait d'un autre pays que la Suisse. Donc pour les enfants, le territoire est beaucoup plus large pour justement ne pas perdre un donneur. Heureusement, il y en a très très peu. Enfin, heureusement, bien sûr. Je me mets du côté de... Parce qu'il ne faut pas oublier que la transplantation, ça passe par la mort de quelqu'un, en tout cas pour le cœur. Et on a des donneurs vivants pour le rein, éventuellement le foie. Oui, mais pour les autres organes, ça passe par la mort de quelqu'un. Et c'est clair que si on arrive à améliorer la vie d'une personne grâce à cela, il ne faut pas oublier qu'il y a un énorme drame en amont. Et on ne va surtout pas le souhaiter. Bien sûr. Un organe vital, en principe, que ce soit le cœur, ou je pense qu'il y a des différences entre eux, mais peut vivre combien de temps hors d'un corps, peut être conservé combien de temps hors d'un corps? Vous pensez pour le transfert, par exemple, pour le voyage? Ouf, moi j'aime bien, j'ai la règle des 3 heures. Si on arrive, il n'est pas question de le congeler, on le fait quand même, enfin il n'est pas congelé, mais on refroidit le cœur à peu près 4 degrés, parce que 4 degrés, bien sûr, le métabolisme des cellules est extrêmement réduit, donc il y a assez de réserve à l'intérieur des cellules en énergie pour tenir justement ces 3-4 heures. Certains groupes vont jusqu'à 6 heures, mais après 6 heures, vraiment, c'est très délicat. Généralement, vous avez perdu de la force et c'est des cœurs qui repartent difficilement, voire qui ne repartent pas comme il faut. En dessous de 3 heures, généralement, vous n'avez pas trop de problèmes à ça. Et la Suisse a cet avantage. Vous pouvez prendre un compas et regarder. On est à 3 heures. Vraiment, on englobe beaucoup de l'Europe. Il y a peut-être le Portugal qui nous échappe et tout. Donc, c'est pour ça qu'avec Eurotransplant, on arrive à travailler dans les délais. D'accord. Juste avant le début de l'interview, on a parlé ensemble du don d'organes en général. Vous vous prononcez par rapport à cette institution, enfin qui devrait devenir une institution. De quelle manière On manque quand même d'organes. Ce serait bien qu'on en ait un peu plus. On fait des efforts. Il faut voir que le problème, je pense, du don d'organes est à plusieurs niveaux. Il y a la population et elle est énormément sensibilisée, mais il y a aussi le côté médical, voire même le côté politique. Le Tessin, par exemple, a été extrêmement actif il y a quelques années et lui avait beaucoup plus de donneurs que les autres cantons. Pourtant, c'est un canton qui a la même façon de vivre que nous, donc ça s'expliquait uniquement par une meilleure organisation. La Suisse romande a pris ce modèle et on a vu une augmentation des donneurs également. La Suisse allemande a du retard, mais elle est en train de faire également de s'engager là-dedans. Mais ça veut aussi dire, bien entendu, c'est de créer des postes supplémentaires, les fameuses coordinatrices de transplantation, et ça veut dire qu'il faut des budgets supplémentaires dans une société qui demande toujours plus de réfréner les coûts de la santé. Et vous avez ce paradoxe, c'est clair qu'il y en a qui l'ont pris très vite, d'autres un peu plus tard. Personnellement, moi je pense qu'il faut le faire parce que la transplantation s'adresse à des gens jeunes qui ont vraiment mérite qu'on fasse un maximum pour eux. Et si j'avais un porte-monnaie à partager,
Je le mettrais quand même dans ce secteur-là et restreindrais peut-être un peu les finances sur d'autres secteurs. Très bien. Par rapport au consentement présumé, dont on en parlait tout à l'heure aussi, Ouais. Ce serait bien qu'il n'y ait pas besoin de ça. Et la Suisse, il faut laisser une chose, le peuple suisse, je trouve, est extrêmement généreux. On le voit, mais sur beaucoup de signes. Quand vous avez la chaîne de l'espoir qui fait quelque chose, on arrive toujours à battre quasiment des records. Le Suisse est généreux s'il sait exactement où ira sa générosité. Il est aussi assez méfiant et peut-être que les organisations un peu, officielles ne le séduisent pas toujours. Pour le don d'organes, c'est un peu la même chose. Il est, je pense, généreux. Je n'ai jamais vu, j'ai vécu dans quand même 4 pays et je n'ai jamais vu que le Suisse était plus égoïste que ce que j'ai vécu aux États-Unis, en Angleterre ou en France. Mais c'est toujours un peu la même chose. Les donneurs sont des gens jeunes par définition et à cet âge-là, on n'a jamais vraiment pensé qu'on va mourir et on n'a pas vraiment donner une réponse claire à son entourage et quand la chose arrive, c'est toujours un petit peu la question, oui, est-ce qu'on va trahir sa pensée ou pas, si on dit oui et tout, et de temps en temps le non est plus facile à dire que le oui. Mais je ne crois pas que ça trahisse un égoïsme ou c'est plus une méfiance, je dirais, qui s'installe à ce moment-là. Alors j'aimerais bien que ce ne soit pas nécessaire, mais c'est clair que s'il y avait ce consentement présumé, je pense qu'on aurait quand même plus de donneurs, peut-être 20% de plus, et ça nous aiderait beaucoup. On dit que lors d'un accident, on ne tient pas compte de la présence d'une carte de donneur dans les affaires, enfin dans les effets d'un blessé, enfin d'un cadavre en l'occurrence, pour savoir s'il est donneur ou pas, enfin s'il est donneur consentant ou pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Mais écoutez, ça me surprend un peu. Bon, il faut savoir une chose, c'est que quand vous êtes dans une équipe de transplantation, il y a toujours deux versants. Il y a la partie réanimation, et c'est là que vous aurez les donneurs, et il y a la partie qui transplante. Et ces deux équipes sont complètement séparées. Et moi, je ne vois plus les gens, et je ne discute pas avec ces familles. C'est mes collègues de la réanimation qui s'occupent de ça. Et il n'y a vraiment aucun contact, ne serait-ce que pour éliminer les conflits d'intérêts, si on veut parler comme ça. Donc, mais ça m'étonne un peu que si quelqu'un... Moi, j'ai une carte de donneur sur moi, et j'espère que s'il devait m'arriver malheur, en la voyant, on n'embête même pas mon entourage, on dit simplement, voilà, lui, il était pour cela, mes enfants le savent de toute manière, et on va aller de l'avant. Sinon, on s'adresse effectivement à la famille. C'est la famille, bien sûr. Et c'est elle qui donne son dernier mot sur l'usage de tel ou tel organe. Désolé de poser cette question, je sais qu'elle vous plaît pas trop, mais enfin, votre sensibilité ou réticence dictée par la religion dans le cadre du don d'organes, pour les nôtres, pour nos religions polythéistes, c'est peut-être moins grave, mais pour d'autres religions où on parle souvent de réincarnation, etc., vous profilez comment? Est-ce que ça vous touche ou pas du tout? Est-ce que vous avez un regard exclusivement scientifique et médical? Non, mais là, je dois dire ça, je respecterai ça. Je pense que ça fait partie des convictions profondes de l'homme. On a les miennes, j'aime qu'on respecte les miennes et je respecterai celles des autres. Et je pense que je ne sais plus à combien est l'acceptation des Suisses. Je crois que c'est quand même assez haut, du style 60 ou 80%. Et vous pouvez faire une grande campagne d'information, avoir le consentement présumé et tout. Vous aurez toujours un 8%, 10% qui diront non, justement pour ces problèmes-là. Et ça, il faut le respecter. Et là, je ne serais, même si une loi, par exemple, serait encore plus permissive, et si je savais que ces gens-là... personnellement, si j'étais du côté des réanimateurs, je n'irais pas contre cette volonté-là. Donc voilà, la question suivante, en fait, vous y avez répondu tout à l'heure, parce qu'en fait, vous m'avez dit que les deux clans, si on veut bien, celui de la réanimation, celui du don d'organes et celui de la réanimation n'ont pas de relation directe au moment, enfin pendant les 3 heures fatidiques. Alors la question, c'était votre argument décisif pour convaincre les parents les plus réticents. Au fond, il n'y en a pas, vous n'avez pas... Moi, je suis plus dans ce camp. Tout à fait, exact. Je l'ai été quand j'étais jeune assistant, que je faisais des rotations aux urgences, par exemple, ou aux soins intensifs, puisque c'est là que se passent ces problèmes-là. Et à cette époque, moi, je me souviens très bien, c'était dur, d'ailleurs. Vous deviez annoncer, souvent aux urgences en particulier, parce que vous avez annoncé tout d'un coup qu'un enfant de 20 ans est décédé, vous imaginez, c'est le premier coup de poing que la famille reçoit. Et juste derrière, parce que vous n'avez pas trop de temps non plus, vous deviez arriver avec cette question, est-ce que vous nous autorisez à, etc. Et c'était pas facile à dire non plus. Mais ça, il y a maintenant plus de 15 ans que je n'ai plus été dans cette problématique-là, donc mais je pense pas que ça a changé, parce que le choc d'un décès inattendu doit être toujours le même, toujours aussi dramatique, et c'est difficile d'avoir la tête tout d'un coup, l'esprit suffisamment lucide pour encore
prendre une décision vraiment bien calculée. Hein. Une question un peu plus pratique maintenant par rapport à... Bon, on sait qu'entre des adultes, entre 20 et la mort, la taille des organes varie peu, mais je pense que ce n'est pas le cas pour les enfants. Vous avez dit que le cœur d'un enfant de 2 ans était gros comme un abricot, une prune. Je pense que cette taille, elle grandit proportionnellement à la... Alors, comme je vous disais tout à l'heure, un des critères fondamentaux, c'est les groupes sanguins. Hein, on doit les respecter. Bon, on peut faire ce qu'on appelle passer à travers les groupes, mais dans la compatibilité. Hein, vous avez des donneurs universels qui peuvent aller sur un A, par exemple, mais pas l'inverse, etc. Et au négatif, par exemple, au moins, par exemple. Oui. Mais on essaie d'être quand même de respecter les groupes. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a moins de problèmes de rejet après. Le deuxième critère, c'est le poids, mais également chez les adultes. Vous avez de temps en temps un donneur à 120 kg, si votre receveur en fait 60, vous arrivez à mettre plus facilement un gros cœur dans un petit organisme que l'inverse. Hein, ça, c'est clair. Et souvent, vous avez besoin aussi d'une certaine force au tout début, et on est content d'avoir ce qu'on appelle un mismatch positif, c'est-à-dire un receveur un peu plus grand un donneur un peu plus grand que le receveur. D'accord. Mais vous devez faire attention, surtout dans l'autre sens, et on accepte des mismatchs d'à peu près 20-25%. Et avec les enfants, nous avons 2 enfants actuellement, on a exactement calculé les âges extrêmes, à partir de combien on peut accepter et jusqu'à combien on accepte. Et ça, c'est très clairement sur nos listes, et si on sort de ce cadre, on ne va pas le prendre. Une question de et encore juste une chose, parce que vous m'avez posé la question, qui c'est vrai, je tiens à le préciser, c'est que si on fait une transplantation chez un enfant de 4 ou 5 ans, le cœur qu'on a transplanté, vu que c'est un organe vivant, va grandir avec l'enfant. C'est pas comme une prothèse valvulaire qui est inerte et vous devez les changer tous les 5 ans parce que l'enfant grandit, la valve ne change pas de taille. Voilà. Et le cœur des enfants, lui, va grandir harmonieusement, et donc on n'a pas à le changer pour des problèmes de taille après. Donc vis-à-vis de l'enfant auquel vous allez transplanter un cœur, vous héritez d'un cœur qui bat, ou c'est une question un peu... Ça, c'est pour les adultes de la même manière. Si vous voulez, au moment où un donneur a été décrété donneur, au moment où les autorisations ont été données, généralement, vous réunissez 4 ou 5 équipes, parce que, bien sûr, c'est toujours des prélèvements multiples, c'est-à-dire on va prendre le cœur, on va prendre le poumon pour un autre patient, le foie pour un troisième, les reins, les reins souvent pour 2 patients différents, de temps en temps même le pancréas ou l'intestin grêle, etc. Donc, et c'est pour ça que la coordination est extrêmement importante. Maintenant, de plus en plus, on répartit ça dans plusieurs hôpitaux aussi, parce que vos soins intensifs seront aussi chargés de ces receveurs. Donc, si vous en mettez 6 dans les soins, vous pouvez bloquer le programme opératoire du lendemain. Donc, généralement, de temps en temps, il y a 2 organes qui vont au même endroit, etc. Donc, il y a tout un problème de coordination. Il faut arriver là, il faut faire ça. Et puis, bien entendu, chacun prépare son organe, fait la dissection. Et quand tout est prêt, alors à ce moment-là, le cœur continue de battre. On a une pression artérielle, du sang qui circule avec de l'oxygène, qui nourrit tous ces organes. Au moment où tout le monde est prêt, on dit cette fois, tac, on arrête le cœur. Nous, on met une solution froide, il s'arrête, et puis alors on le découpe à ce moment, les autres découpent les organes. Dans votre tête, je veux dire, on en revient un petit peu après, c'est la partie cow-boy, là, je veux dire. Mais vous donnez une solution froide, il s'arrête tout de suite, vous le refroidissez à 4 degrés, et donc on ne le congèle pas, comme on a dit tout à l'heure, parce que le métabolisme est très froid. Et une fois que c'est fait, vous l'avez pris, vous le mettez dans des sacs plastiques, etc., dans un bocal, sautez dans l'hélicoptère ou l'ambulance, si l'hélice ne peut pas, et puis vous courez dans votre hôpital pour l'amener le plus vite possible. Et nous, moi je suis de plus en plus sur place. Quand on me dit, voilà, le cœur est bon, on est en train de le prendre, mais nous on commence vraiment l'opération, de mettre la machine, etc. Et puis quand ils arrivent sur le toit, on commence d'extirper le cœur malade. Et puis on le réimplante le plus vite possible, bien sûr. Alors l'arrêt du cœur, on le fait, mais c'est nous qui le contrôlons au moment où tout le monde est prêt. Et puis bien entendu, quand on le réimplante chez le receveur, il y a un moment donné où on remet le sang dedans et on regarde le redémarrage du cœur. Et justement, entre cet arrêt et la reprise, c'est ces fameuses 2 heures, 3 heures. Moi, je suis très content quand on est en 2 heures. Mais quand on va évidemment à Barcelone faire le prélèvement et tout, on est souvent aux alentours de 3 heures. D'accord. Quand vous parlez de remettre du sang dedans, au fond, ça pas un petit tuyau qu'on branche. Non. Il y a de la suture. C'est l'aorte, vous suturez l'aorte, et au moment où l'aorte, non, c'est le plus gros vaisseau du corps. C'est celle qui va donner le sang à l'ensemble, c'est le tronc de l'arbre. Même dans le cas du jeune enfant. Oui, il sera beaucoup plus petit que chez nous. Une aorte, elle peut faire 12 mm, mais chez nous, elle en fait 25, etc. Donc c'est pas...
c'est petit, mais c'est pas très petit non plus. Je veux dire, on travaille, nous, des fois au millimètre, donc c'est déjà beaucoup plus grand. Et si vous voulez, c'est vraiment le tronc d'arbre où toutes les ramifications pour le cerveau, les bras, les reins, les foies, etc. Et également, leur cœur a ses artères lui-même. Le sang ne vient pas de l'intérieur. Il a ces deux artères qui le nourrissent comme le rein est nourri, comme le foie est nourri. Et elles sont juste à la sortie. Et au moment où vous ouvrez le clan, le sang va revenir à rétrograde dans l'aorte, il va trouver les deux artères, ça va venir dans le muscle, il va se chauffer très vite. Et puis vous voyez déjà, après 15-20 secondes, d'un coup, vous avez un petit frémissement qui part de la pointe, comme ça, puis tac, contraction commence, puis quand ça prend comme ça, à bout de 30 secondes, vous avez les premières contractions, 1 minute, la synchronisation, généralement c'est gagné. Vous pourrez avouer que c'est un petit peu pour ça que vous faites ce moment-là. Ah, ça c'est un des moments les plus forts. Non, ça c'est un des moments les plus forts, parce qu'il y a plus d'interrogations. On fait beaucoup d'arrêts cardiaques quand on fait des chirurgies des valves. Au moment où on ouvre le cœur, on ne veut pas qu'il bouge parce qu'il expulserait de l'air partout. Puis ensuite, pour le travail fin, il faut qu'il soit en arrêt. Et bien entendu, généralement, vous l'arrêtez 45 minutes, 1 heure, vous rouvrez et puis il repart exactement comme c'est les mêmes mécanismes qui sont en cours. Mais généralement, vous avez ce temps d'asphyxie d'1 heure, pas plus. Et vous savez qu'il repart en principe. Donc quand il repart, vous n'êtes pas très surpris. Vous avez exactement, on contrôle toujours un peu, puis ça passe. Mais la transplantation, c'est différent. D'abord, c'est un autre cœur qui va venir. C'est une autre équipe qui l'a prélevé. Donc toute la responsabilité n'est pas dans vos mains. Et vous avez beaucoup plus de délai, d'asphyxie. Comme je vous disais, on est souvent aux alentours de 3 heures. Et 3 heures, ça commence d'être beaucoup. C'est comme nager sous l'eau. Quand vous devez faire une dizaine de mètres, tout le monde y arrive. Mais quand on vous demande tout d'un coup de faire 50 mètres, vous dites, est-ce que je vais vraiment arriver aux 50 ? Et là, vous avez un petit moment d'incertitude. Franchement, il est beaucoup plus grand. Et au moment où vous avez justement ce frémissement, le truc qui revient d'un coup, on sait que c'est gagné. Quoi. Je veux dire, ça, après, vous faites on a encore 3 sutures à faire. Vous êtes là, voilà, pratiquement plus rien peut passer. La redescente au camp de base, quoi. Non, là, généralement, bon, faut garder la concentration, faut garder mais en principe, c'est gagné. Ouais. Mais bon, je vais revenir un peu sur cette question après. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu par rapport à ça, c'est votre regard sur l'intervention manuelle et humaine sur le cours naturel de la vie au fond dans d'organes. Et là, peut-être on va virer dans la religion. Je sais que vous ne le souhaitez pas, mais je veux dire, au fond, on prolonge la vie de manière artificielle de quelqu'un en lui transportant un organe. Vous résolvez ce problème-là, vous le résolvez comme tout le monde qui est sensible et qui est pour le progrès de l'humanité, mais vous-même, votre regard. Mais ça, c'est le propre de la médecine, d'essayer de nous donner à tous l'espérance de vie que la nature nous a donnée à la naissance et de donner, si possible, également une excellente qualité. Ça, c'est le propre de la médecine. Donc, on n'a qu'une partie, une partie qui est un petit peu plus particulière que le reste, mais de soigner une grippe extrêmement méchante avec des antibiotiques et d'empêcher quelqu'un de mourir, c'est la même chose. Vous prolongez aussi une vie que la nature avait peut-être décidé d'abréger. Donc, on est dans cette dynamique. C'est clair que là, il y a des choses beaucoup plus grandes parce que vous prenez une partie d'un autre pour faire vivre une personne, ce que ne font pas la médecine classique. Mais vous pouvez aussi étendre cette philosophie avec la transplantation du foie, par exemple. C'est exactement la même chose. C'est évidemment que c'est toujours avec le cœur qu'on en parle parce que pour nous, le cœur, c'est l'organe de la vie. Mais même c'est l'organe de la vie parce qu'on sent très bien que s'il bat, on vit. S'il s'arrête de battre, on va mourir très vite. Et c'est sûr que le cœur a toujours une connotation beaucoup plus importante. Mais c'est la même, je dirais, dynamique que de la transplantation des autres organes. Alors, moi, je trouve que ça fait quand même toujours partie de ces possibilités que la médecine donne. Moi, je m'étonne et je suis fasciné de voir qu'effectivement, on peut prendre une partie d'un moteur de quelqu'un, la mettre à un autre et ça marche de la même manière. Ça, je trouve que c'est absolument incroyable. Moi, j'ai toujours été même fasciné du fait que le corps était fait en organes. Des organes qui étaient même lisses et séparés les uns des autres qu'on pouvait extraire. Parce que si c'était dans une roche comme ça, avec un peu plus, on pourrait rien faire d'un point de vue chirurgical. Et rien que ça me fascine moi-même, quoi. Mais ben voilà, je veux dire, la nature est belle. Quand on parle d'un accident cardiaque, au fond, quelqu'un qui meurt ce qu'on appelle vulgairement une crise cardiaque, son cœur est en principe malade, ou est-ce qu'il peut arriver que le cœur s'arrête pour des questions
étrange ou non résolu Non, médicalement? il y a un problème sous-jacent, mais des fois c'est un tout petit problème. Les morts subites, il y a quelques causes, mais ça peut être ce qu'on appelle les troubles du rythme. Le rythme, c'est quelque chose et autre. Ou alors, évidemment, c'est toute la pathologie des artères coronaires, par exemple. Si vous faites de l'artériosclérose, c'est la rouille des tuyaux, en quelque sorte. Vous l'accélérez si, évidemment, vous avez du poids, faites pas de l'exercice si vous fumez, et puis si vous n'avez pas tout ça, ça tient beaucoup plus longtemps. Et au moment où un vaisseau, d'un coup, se bouche, c'est comme un arbre, hein. Vous bouchez une branche, il y a toutes les feuilles qui tombent, les feuilles c'est les cellules du cardiaque, et si c'est pratiquement tout l'arbre qui tombe, vous mourrez dans l'instant. Donc on peut admettre quand même qu'un cœur en bonne santé, entre guillemets, peut s'arrêter de battre. Est-ce que c'est une sphère de possibilités que vous pouvez rencontrer lors d'une opération? Est-ce qu'un cœur a des velléités de s'arrêter pendant que vous faites une transplantation? Vous n'arrivez simplement pas à leur démarrer? Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Mais c'est pour d'autres raisons que vous avez du mal de le faire redémarrer, justement quand cette asphyxie a été trop longue. Okay. Là, de temps en temps, vous devez le déchoquer, il a du mal de se remettre en synchronisation, d'avoir une contraction donc synchrone qui, elle, provoque la pression sanguine et la circulation. Et vous avez un cœur qui est affaibli, qui n'a plus cette force, qui n'arrive plus à vous générer une tension artérielle, à simplement faire circuler le sang à travers l'organisme. Et là, bien sûr, vous entrez dans les gros problèmes parce que c'est un cœur qui... Sans cette fonction, la vie s'arrête. Alors heureusement, on a des machines qui nous permettent de donner encore un jour, 2 jours, jusqu'à une semaine. Et de temps en temps, dans cette phase-là, on a une récupération. Si ce n'est pas le cas, vous perdez la bagarre là, ou alors vous essayez une retransplantation, mais c'est habituellement pas possible. Par rapport à la philosophie, ou plutôt au regard humain que vous allez poser sur une opération, les petits patients que vous rencontrez et qui méritent une opération, vous les rencontrez, vous les connaissez, vous avez une relation avec eux, vous dites que vous avez la faculté de tourner le bouton quand vous entrez au bloc. Oui, non, mais... Oui. Mais vous serez étonné, je les vois en fait peu. Je vois les parents. De temps en temps, ils sont là, souvent pas. S'il est tout petit, parce qu'on opère 20%, ce sont des nouveau-nés, donc on les opère quelques jours après la naissance, donc ils sont vraiment petits, et généralement les parents viennent sans leur enfant, qui sont souvent en surveillance en néonatologie, donc je les vois même pas des fois avant l'intervention, je les vois bien sûr après, parce qu'à ce moment ils sont dans nos soins intensifs à nous. Mais même plus tard, je commence de les voir quand ils commencent vraiment de comprendre, vers 9 ans, etc. Heureusement pour moi, les plus grandes pathologies, c'est ceux qu'on doit opérer le plus vite. Après, à 3, 4, 5 ans, généralement, c'est des choses qui doivent se passer sans grand problème. Et c'est rarissime qu'on ait un problème, parce que ça, c'est les cas les plus difficiles. Ça, c'est vraiment les cas les plus difficiles. Quand il y a un problème. Mais moi, je dois dire, on touche du bois parce qu'on a une série extraordinaire, là, mais les quelques morts qu'on a encore par année, c'est généralement dans le segment néonatal. Après, heureusement, les choses se passent bien. D'accord. À partir du moment où vous pouvez établir une relation intelligente avec un enfant, c'est des enfants que vous revoyez? Est-ce qu'il y a une espèce de volonté de votre part, vous les voyez pas? Non. Je revois de temps en temps les parents, mais même je ne perds pas que les enfants. J'ai toujours opéré aussi des adultes. Je n'ai pratiquement jamais gardé un contact après. Moi, j'estime que je suis ici pour faire une prestation. La société a beaucoup investi en moi aussi, m'a donné la possibilité de faire des formations compliquées à l'étranger et tout. Il est tout à fait normal que j'arrive à le faire en quelque sorte, même si c'est très pointu, mais je veux dire, et je ne fais que faire mon travail comme un plombier fait son travail, et quand il a fini, on est content de son travail s'il est bien fait, mais lui se retire. Il n'y a pas de raison que je sois plus impliqué. Bien sûr, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'on me confond souvent avec les cardiologues. Je ne suis pas cardiologue, je suis chirurgien cardiaque. Les cardiologues sont justement les gens qui voient les patients sur le long terme, voient la progression d'une maladie éventuellement, puis à un moment donné ils disent il faudrait opérer maintenant, et nous contactent. Nous on opère, mais après les patients retournent chez ces cardiologues qui connaissent bien et qui resuivent les patients jusqu'à la fin. Et c'est eux qu'on se contacte avec leurs patients en quelque sorte. Mais moi, il est très ponctuel, mon contact. Il est la veille de l'opération où j'explique ce que l'on va faire. Et si tout se passe bien, je les vois bien sûr chaque jour, mais c'est relativement court après. Et je donne le témoin au cardiologue qui lui s'occupe de tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent à vous rencontrer après l'opération? Alors, on reçoit énormément de cartes, surtout de parents. Ils ne savent pas quoi faire pour nous remercier. Je veux dire, moi, quand je les appelle toujours après l'opération, puis je leur dis juste 2 mots. On a fini, ça s'est bien passé.
Il n'y a pas besoin d'en faire plus. D'accord, je pense que... Et puis, mais alors là, ils sont... des fois, les mamans tombent en larmes et tout, puis ils savent souvent pas quoi dire. Ils me disent, mais on ne sait pas comment vous remercier. Je dis, mais dites-moi simplement merci. Sincèrement, ça suffit, je dirais pas besoin de plus et tout. Alors, bon, ben voilà, je les vois aux soins intensifs quand même, quand je fais les vies, je les recroise à ce moment-là. Et puis souvent, 3 mois, 6 mois après, ils nous envoient une photo. Ben, vous regardez le bureau de ma secrétaire, c'est bourré de photos d'enfants qui ont été là. Et puis évidemment, ils remercient encore, quoi. Vous voyez une différence entre la pratique de la chirurgie cardiaque sur les adultes, des gens avec lesquels vous avez effectivement, alors cette fois, peut-être une relation différente, avec un petit corps de quelques kilos que vous opérez, que vous n'avez pas vu la veille? Ah ben, il y a beaucoup de différences. Je veux dire, d'abord dans les pathologies, c'est pas les mêmes. Hein. La chirurgie adulte, c'est surtout des problèmes de coronaire, c'est surtout des problèmes de valves. Souvent, vous les remplacez d'ailleurs. Et autres, chez les enfants, c'est des problèmes de malformation, c'est plus compliqué. Il y a des cœurs tout retournés. C'est vraiment des fois le cube, on croit, hein, pour se connaître les connexions. Il faut des connaissances beaucoup plus poussées en anatomie, mais aussi en physiologie, c'est-à-dire comment fonctionner, comment on peut utiliser cette source d'énergie au mieux pour que le sang se mélange entre les poumons et tout. Et ça demande beaucoup d'expérience, mais de connaissances également. Et c'est beaucoup plus complexe aussi d'un point de vue sur la technicité, parce qu'on fait des réparations en chirurgie des enfants, alors que chez l'adulte, on fait souvent des remplacements. Et là, j'ai toujours pensé que si on avait un petit peu une faculté artistique, je dirais, on s'en sort mieux. On est tous dans des courbes. Il faut que les courbes soient belles dans tous les sens, dans tous les plans. Et quand vous avez ce cœur qui se gonfle, il faut qu'elles se répartissent très bien. Il faut pouvoir l'anticiper. Et là, il y a des gens qui ont plus de mal à se faire. Il faut avoir une très bonne faculté de l'appréciation de la troisième dimension, par exemple. On est dans la sculpture, nous. Hein, on n'est pas dans la peinture en deux dimensions. Ce qu'on est quand on remplace une valve, quand on travaille dans un seul plan. Puis après, il y a la composante, je dirais, beaucoup plus humaine en quelque sorte. C'est-à-dire que la même erreur, si vous la faites à quelqu'un qui a 80 ans et qui débouche sur l'abrégation de sa vie, c'est vraiment fort dommage pour lui et sa famille. Mais disons, sa vie est quand même derrière lui en quelque sorte. Si vous faites une erreur à un enfant alors là, c'est évidemment un dommage extraordinaire. Et il y a deux types d'erreurs ou deux types de problèmes. C'est l'enfant qui ne vit pas alors qu'il aurait dû avoir une vie de plusieurs décennies devant lui. Et là, bien entendu, on n'est pas fier. Ou alors, si malheureusement il se trouve avec une lésion, en particulier le cerveau, puisque le cœur, c'est sa force, mais c'est aussi pour nous des fois le problème, est connecté à tous les organes. Il influence tous les organes, il est influencé par tous les organes. C'est vraiment l'organe central du corps. Alors, c'est ce qui fait sa beauté. Mais à partir de lui, vous pouvez vous trouver avec un dégât cérébral. Et alors là, si ça doit se perdurer sur une vie, vous voyez les conséquences. Vous ne savez pas tout de suite en plus. Oui, vous le voyez très vite quand même. Mais c'est pour dire, votre responsabilité est beaucoup plus forte. Parce que là, vous vous battez pas pour une dizaine ou une vingtaine d'années. Vous vous battez pour beaucoup plus long. C'est sûr. Vous pouvez nous dire 2-3 petits mots sur le Petit Cœur, sur votre fondation? Ah oui, elle est devenue très connue. Mais c'est quand j'étais à Paris. Je travaillais à Paris, il y a la chaîne de l'Espoir qui a quelques projets dans certains pays. Et ils avaient un projet qui marchait bien au Mozambique. Et ils cherchaient des équipes pour qu'il y ait une continuité. Ils auraient voulu une mission tous les mois ou tous les 2 mois, ce qui permet évidemment de soigner beaucoup plus d'enfants, mais surtout aussi d'intégrer les gens du coin avec une formation plus continue. Ils avaient formé des gens à Paris et ils voulaient retourner là-bas. S'ils n'ont pas de la chirurgiste et des cardiologues, ils reviennent chez nous après, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire un diagnostic mais de ne pas pouvoir proposer un traitement, surtout s'il existe. Et ils cherchaient justement à stimuler ça. Et quand j'avais travaillé chez eux, ils m'ont dit, mais il faut absolument... Ils étaient prêts à me payer la mission. Je dis, attendez, moi je viens de la Suisse, franchement, on a un pays qui a quand même des moyens. Si je viens, je me débrouille. Et j'ai fondé cette fondation donc, pour ce projet-là. Et on y est allé donc 1 fois par année. On fait 2 semaines depuis 2006. À Maputo, donc à la capitale. Ouais. Et il y a l'Institut du Cœur. Alors ça a été mis sur pied déjà des années avant. Nous, quand on est arrivé, on a juste mis nos pieds dans les souliers, ça marchait bien. On n'a pas du tout créé l'infrastructure. Et ça, c'était un avantage énorme parce que ça demande une énergie incroyable. Je veux dire, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le temps de le faire.
Alors, on a aussi un peu aidé la Géorgie, parce que je trouvais que c'est bien d'aller à l'autre bout du monde, mais quand même nos voisins, surtout de l'Europe de l'Est, ont besoin de cette aide, et finalement, on s'est aussi pas mal engagé avec eux. Ça, c'était des missions beaucoup plus faciles, parce qu'on allait en toute petite équipe, ils font beaucoup de choses eux-mêmes, ils avaient besoin d'un petit appoint. Ils sont venus aussi ici quelques fois, 15 jours chez nous, on les a bien intégrés, et ça marche vraiment, vraiment très très bien. Maintenant, ils font quasiment tout. Ils sont venus récemment pour justement la transplantation et le cœur artificiel, ils aimeraient démarrer ça maintenant. Et puis maintenant, je caresse le projet de faire quelque chose une fois avec Beat Richner, qui est ce pédiatre zurichois qui est au Cambodge depuis une vingtaine d'années. Ce que je trouve extraordinaire et magnifique chez lui, c'est qu'il a commencé de rien. Et si un jour on arrive à mettre la chirurgie cardiaque, c'est comme s'il allait sur la Lune, je veux dire. Il est arrivé à l'âge de la pierre et puis il reste. Alors ça, ce serait pour lui mais magnifique, je trouve. Une belle personne. Ouais. Et moi, si je pouvais un petit peu aider, un petit peu, enfin, réussir cet achievement pour lui, vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Et donc, on est en train de regarder ça. Il y a d'autres ONG institutionnelles pour lesquelles vous agissez, pour le compte desquelles vous agissez, avec des chirurgies à travers le monde, je ne sais pas, Terre des Hommes ou d'autres? Non, pas vraiment, parce que, d'abord, j'ai pas le temps. Moi, c'est le maximum que je peux donner. Je veux dire, je suis quand même engagé par l'université de Zurich. Mon cahier des charges, c'est d'opérer tous les enfants qui viennent ici se faire opérer, enfin, mon équipe, tous les enfants qui viennent se faire opérer à Zurich. Et on est déjà à 120-130% de travail régulier chacun d'entre nous. Donc, on a du mal le temps qu'on fait là-bas, c'est des vacances, des compensations. C'est pas l'hôpital qui nous donne ça un congé pour aller le faire. Donc, une mission, je pensais un maximum. Je vais essayer d'en mettre une deuxième, justement, pour le Cambodge, si on y arrive, mais plus je n'arrive pas et j'ai pas le temps. Et je dois dire aussi une chose, c'est que le Swiss Forward m'a amené beaucoup, mais aussi ce fait que tous les parents qui ont un enfant m'écrivent des longues lettres et ils attendent une réponse et c'est très difficile de ne pas y parvenir. Et ça nous a donné aussi une surcharge de travail, parce qu'il n'y a pas qu'en Suisse où ce titre a été connu, on le soit d'un peu partout. Et on vous sollicite beaucoup aussi, justement, en termes de transmission de votre savoir. Comment ça se passe? Bon, là, bien sûr, mais si vous voulez, je suis aussi assez haut placé dans la Société européenne de chirurgie cardiaque. Et là, on a mis un effort particulier pour l'Europe de l'Est. Et depuis 4 ans, je participe à des congrès avec même de temps en temps chirurgie qui est montrée dans l'auditoire. On fait des cas assez simples et vous expliquez chaque étape et tout. J'ai organisé ce qu'on appelait l'école le Bergamo School, mais qui était l'école de cette société où ça me demandait 4 fois 3 jours par année, etc. Et là, on avait beaucoup de résidents de l'Europe de l'Est en particulier. Donc oui, la formation, c'est quelque chose d'extrêmement important, pas seulement chez nous, bien sûr, il faut qu'elle soit de top qualité, mais également autour de nous. Et l'Europe de l'Est était un réservoir qui était très très grand, très demandeur, mais on s'est beaucoup investi. D'accord. Le sauveur de vie que vous êtes, au fond, quel regard il pose sur cette humanité dont on sait, je ne sais pas si vous connaissez, son nom m'échappe maintenant, cet ancien lieutenant de la Calypso, du commandant Cousteau. Ouais. Voilà, non mais il avait quelqu'un à bord qui est un philosophe, ça va me revenir, qui dit effectivement que l'humanité, enfin la Terre pourrait porter 1,5 milliard d'hommes, on est 5 fois plus aujourd'hui, il y a une question démographique. Par rapport à cette démographie, par rapport à la fatalité de cette Afrique qui meurt de faim, de ce tiers-monde qui n'en peut plus de souffrir, comment on organise sa conscience vis-à-vis du fait de sauver des vies, de ne pas pouvoir toutes les sauver au fond et de... c'est des fois le paradoxe, si vous voulez, aussi un peu de cette aide humanitaire, c'est qu'on travaille en bout de chaîne et on n'est pas en amont. Et c'est vrai que chez nous, notre médecine est extrêmement bien appropriée parce que les gens ont changé leur style de vie. Si on compare à il y a 200 ou 300 ans, on avait des très grandes familles pour que simplement il y ait à peu près une population stable. Aujourd'hui, avec tous la médecine qui arrive depuis la naissance, peut-être même avant, on a besoin d'avoir des natalités moins fortes pour avoir une population stable. Et dans ces pays-là, c'est ce pas en amont qui n'a pas encore été fait. Et je pense qu'il passe par l'éducation, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut que ces enfants aillent aux écoles, puissent avoir également des participations à l'université. Alors là, je reprends un point que vous m'avez demandé si je participe à d'autres choses. Il y a Education, qui est aide
Education, qui est un excellent programme, je trouve, et moi je sponsorise un certain nombre d'enfants, où ils trouvent des enfants, c'est surtout en Afrique, Kenya, qui leur permettent d'entrer à l'université avec un grant, et voilà, moi je donne quelques grants pour que ces enfants puissent entrer à l'université, faire éventuellement de la médecine, du droit, des choses comme ça. Et moi je pense que là, il faut également mettre l'accent, parce que c'est par là que la conscience sera prise, et puis les gens aussi veulent aussi vivre pour vivre en quelque sorte, et pas seulement pour travailler et élever une craquée d'enfants. Ici, les loisirs ont pris une importance extraordinaire, et c'est certainement une bonne chose. On n'a qu'une vie, il faut qu'elle soit belle. Et ça, c'est un travail qui est plus en amont. Mais je veux dire, au moment où les gens sont là, vous ne pouvez pas non plus simplement dire, écoutez, voilà, on est quand même déjà beaucoup sur Terre, on ne fait rien. Le problème de l'Afrique, moi je le vois plus dans la corruption. Oui, dans ce problème-là où l'argent n'est pas distribué pour les infrastructures, pour l'éducation, et c'est là qu'il y a le gros problème. Il y a aussi cette instabilité politique qui est extrêmement déroutante, qui des fois est décourageante, parce que vous bâtissez lentement quelque chose sur 20 ans, et en quelques mois, tout tombe à l'eau. Pour lesquels on est totalement impuissant. Regardez la Côte d'Ivoire, enfin c'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on a pu craindre, mais quand même, c'est pas... En quel point, selon vous, l'éthique générale, enfin, de l'humanité diffère de celle du corps médical? Est-ce que vous voyez une différence, ou est-ce que vous pouvez la voir? Bon, je crois qu'elle se rejoint sur énormément de points quand même. Bon, je la connais pas. Moi, j'ai une éthique, je dirais, européenne, qui est beaucoup basée, je pense, sur la chrétienté ou des choses comme ça. L'humanisme. Mais on la retrouve quand même dans pratiquement tous les groupes humains. De temps en temps, évidemment, on la suit plus ou moins, mais... Quel rôle a joué cette prise de position par rapport à la chirurgie, au laser, contre laquelle vous vous étiez prononcé une dizaine d'années? Il n'y avait rien d'éthique. Enfin, si vous voulez... C'était plutôt technique. Moi, quand j'avais vu le truc du laser, je trouvais que ça allait contre les lois de la nature. Et on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, si la médecine... Attendez. Ah oui. Voilà. Parfait. Oui, c'est vrai. Non, l'histoire du laser, ça allait contre les lois de la nature. Et si vous allez contre les lois de la nature, vous n'allez pas loin. On peut causer? Oui, c'est bon, vous là? Ouais, si vous ne mettez pas les forces de la nature avec vous, vous allez dans le mur. C'est impossible. On arrive énormément à influencer. Moi, je dis, c'est comme un fleuve, la nature. Vous arrivez à changer le cours d'eau, surtout si vous prenez tout au début. Et alors qu'il devait aller là, vous arrivez à le mettre là. Mais vous ne pouvez pas aller contre le courant. Et le laser allait contre le courant pour moi. Et je me souviens, j'avais fait un éditorial dans le Lancet extrêmement virulent. L'autre problème que je trouvais, c'est qu'on en faisait une énorme publicité. Les gens ont l'impression qu'ils iraient sur la Lune avec, on vous opère au laser, ils ont l'impression que tout sera magique là-dedans, mais ça coûtait très très cher aussi pour des résultats absolument pas contrôlés. Et très vite, on a remarqué que ça n'amenait rien du tout. Bon, on m'avait dit que j'avais tué le laser avec mon éditorial, je crois pas. Ce qui a tué le laser, c'est que les résultats n'étaient pas probants. Voilà. J'aurais été prêt à réviser mon jugement si ça avait été, mais mon intuition, quand j'avais vu ça, je me disais, mais ce truc ne peut pas marcher parce qu'on nage contre le courant ici. Pratiquement, ça limitait l'intervention humaine. Comment ça se passait? Non, c'était, si vous voulez, dans les maladies coronariennes, quand les artères coronaires sont bouchées, donc nous, soit avec un ballon, on les réouvre, ou un stent, ou alors on fait des pontages coronariens. Et là, on voulait faire des trous à travers le muscle pour que le sang oxygéné passe des cavités à travers le trou dans le muscle. Mais attendez, quand ça se contracte, les trous se ferment aussi. Il faut justement une pression diastolique, que la pression reste haute, et c'est une valve qui la tient haute pour qu'il puisse y avoir... Si la pression est la même partout, il n'y a pas de flux. Et pour moi, ça ne correspondait pas à ce qu'on appelle la physiologie. Je ne voyais pas comment ce truc pouvait fonctionner. J'avais vraiment mis en garde. Et nous, ici à Zurich, je dois dire, j'avais convaincu mon patron de ne pas acheter l'appareil qui coûtait plus d'1 million, je crois, etc. Et on avait attendu pour sauter dessus, et on ne l'a jamais acheté. J'ai une question d'une manière un petit peu plus irrévérencieuse. Vous considérez comme un fétichiste du cœur? Oh non.
Non, non, pour moi le cœur c'est, mais je veux dire, j'aime bien la nature, j'aime bien la végétation, les animaux et tout, et le cœur est une partie de cette vie-là, hein, et comme le rein, comme le foie, bien sûr, il y a des dimensions supplémentaires qui me plaisent beaucoup plus, hein, il bouge, il réagit, et ça, les autres organes n'ont pas ça. D'ailleurs, de temps en temps, j'embête mon collègue Clavien qui fait les foies, quand ils font des donneurs vivants, les artères sont petites et souvent ils m'appellent pour faire la connexion. Alors, quand on ouvre le clan, le sang passe, ça change un tout petit peu de couleur, et moi je dis toujours, alors, il marche ton greffon là? Puis il me dit, ouh là là, on doit attendre 2-3 jours. Mais qu'est-ce que c'est pour un organe? J'ai dit, moi, au bout de 30 secondes, je sais si c'est gagné ou pas. Et ça, ce on and off que le cœur nous donne, cette réactivité extrêmement rapide, on sait tout de suite. Donc il redémarre, c'est bon, c'est pas... disons à 80%, on sait que c'est gagné. Ouais.